troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Samuel Mbajoum, ainsi que nos éditorialistes Djemal Taleb et Samuel Gembok. Alors, nous avons évoqué les élections au Soudan, à présent parlons des élections au Togo où la campagne présidentielle bat son plein. Les 5 candidats en lice, dont le président sortant Faure Gnassingbé, continuent de se déployer pour rencontrer les populations. Et une nouvelle plateforme vient d'être créée. Elle est composée de 50 journalistes et elle a pour but de proposer une campagne médiatique équilibrée. Les précisions de notre correspondant au Togo, Lefty Ounou. Pour assurer une couverture médiatique assez professionnelle au cours de cette présidentielle d'avril 2015, le Conseil national des patrons de presse togolais innove en mettant en place une plateforme de médias. Objectif, permettre aux médias togolais, aux électeurs et au public de consulter en ligne des informations sur la campagne électorale. 50 journalistes sont déployés sur toute l'étendue du territoire national togolais. Les 50 reporters qui sont déployés sur le terrain vont approvisionner la plateforme et les médias togolais vont venir puiser de l'information sur cette plateforme-là. Ces 50 correspondants locaux ont bénéficié d'une formation en rédaction de dépêches. L'objectif recherché est l'instantanéité dans la diffusion des informations sur la campagne électorale. Ça va faire tache d'huile si nous réussissons. C'est pour ça que nous veillons à ce que toutes les informations qui y parviennent participent à une élection apaisée, transparente et acceptée par tous. Ce travail des professionnels de médias togolais contribue au renforcement de la démocratie. L'Internet est indispensable pour cette mission. L'expérience togolaise montre que le traitement d'une élection peut se faire dans un cadre inclusif pour que les médias puissent avoir les informations et les traiter selon leur ligne éditoriale. On a vu ça. Alors Samuel, on vient de voir cette nouvelle plateforme médiatique au Togo. Est-ce que vous pensez qu'elle va réellement permettre de couvrir les élections d'une façon plus transparente ? Mais je trouve que c'est une contribution intéressante. Hein. Ça peut peut-être permettre aux uns et aux autres de s'exprimer. Puisque très souvent on accuse le candidat du pouvoir de monopoliser les moyens de l'État, les médias publics. Ça, c'est une initiative qui peut-être pourrait apporter une solution pour ceux qui veulent s'exprimer, pour qu'il y ait une sorte d'équilibre dans le traitement de l'information. Bon, Djemal, alors il y a tout un processus de candidature, de sélection de ces 50 journalistes qui a été fait au préalable. Est-ce que c'est pour vous quelque chose qui devrait être étendu à d'autres pays d'Afrique? On a notamment parlé du Soudan tout à l'heure où il y a une couverture médiatique très réglementée. Enfin, j'ai du mal à penser à faire un parallèle entre le Soudan et le Togo. Tout à fait, mais on peut rêver. Quoi qu'on pense de la démocratie au Togo, elle n'a absolument rien à voir avec la réalité du Soudan. Même si le Soudan est un pays qui respire et ce n'est pas du tout une dictature atroce, comme certains voudraient bien le présenter. Mais en termes de couverture des élections et des candidats. Pour le reste, et pour le sujet qui nous intéresse, non, je pense que c'est une avancée importante. Je pense que le président Faure accepte là une règle du jeu qui est importante. La presse est un quatrième pouvoir. Son arbitrage dans la couverture des élections et dans donc la préparation du scrutin est une chose fondamentale, et là il accepte de jouer un jeu important. J'espère que beaucoup de pays africains pourraient s'en inspirer. Je vais encore ajouter une proposition, de mon point de vue importante, que j'ai vue dans les élections différentes en Mauritanie, c'est l'idée de plateforme d'ONG africaines. Et donc nous avons toujours cette envie, cette volonté, c'est le continent africain, d'aller chercher des ONG dans les pays du Nord. C'est comme si chez nous, on n'était pas capable de créer des ONG qui sont capables, évidemment par elles-mêmes, de donner un regard important sur les élections. Nous pourrions là, encore une fois, avoir un pool de médias africains, sortis du Togo d'ailleurs, et les généraliser, et avoir en même temps une observation à la fois par la presse, mais aussi par les ONG, mais qui soit africaine d'abord. Samuel Gembok, votre avis sur la question ? Oui, je pense que c'est une très belle initiative. Je remarque quand même au passage que depuis que le processus électoral au Togo a été enclenché, ce dernier a suscité, a fait appel à beaucoup d'investissements de la part des organisations internationales. La francophonie y a apporté une contribution majeure. Et aujourd'hui, on parle de la contribution de la presse. Je pense que l'épineuse question du temps de parole en période électorale sera parfaitement réglée sur ce coup-ci.
Merci beaucoup. Volet économique à présent avec la crise du secteur des minerais. Après une chute de 30% des cours en l'espace d'un mois, le marché du minerai de fer se prépare à une nouvelle crise et ses perspectives sont bien plus sombres que celles du pétrole. Les précisions de Kekeli Afeto. Les cours du fer ne cessent de s'effondrer depuis plusieurs mois. Ce minerai a perdu 30% de sa valeur en un mois et près de 60% depuis un an. Pour de nombreux économistes, cette capitulation du marché s'explique par une conjonction de facteurs qui jouent sur la loi de l'offre et de la demande. Il y a une surproduction dans le secteur parce que dans ce contexte d'abondance d'offres-là, la demande baisse obligatoirement, notamment, si vous voulez, la demande concernant la Chine, dont les prix du minerai de fer ont baissé pratiquement de 47% en 2014 et ont encore reculé de 13% au début de cette année 2015. Donc ces raisons sont des raisons endogènes qui sont liées à la surproduction dans le secteur du minerai de fer en tant que tel. Cette dégringolade n'est pas sans conséquence pour les pays africains, grands producteurs de minerais. Avec des cours à terme passant en dessous de $47 la tonne pour les livraisons jusqu'en 2017, plusieurs projets miniers tourneront au ralenti. Donc, cette révision des plans d'investissement-là, concernant l'Afrique, va impacter énormément les économies africaines pour les pays qui dépendent de cette production de matières premières qui est vitale pour l'économie mondiale. Donc à partir de là, ça impactera automatiquement et obligatoirement les pays africains, ce qui fera que les projets qui ont été prévus pour être mis en route, ces projets-là, leur mise en route sera automatiquement différée au niveau international. Et si le mouvement se poursuit, la plupart des compagnies minières n'étant pas rentables à moins de $50 la tonne risquent de s'effondrer. Une situation qui pourrait avoir des conséquences sur les économies et la croissance des pays africains. Djemal, des taux qui vous semblent alarmants ou pas vraiment ? Sérieux, pas alarmant. C'est-à-dire que la situation telle que nous l'avons aujourd'hui est évidemment une situation préoccupante, importante, mais il n'y a rien pour le moment d'alarmant. C'est-à-dire que la chute des cours est une réalité. Nous n'avons pas encore atteint un seuil critique où la marge de rentabilité est affectée. Et puis le deuxième ou troisième signe important, le deuxième et troisième que je vais donner, le deuxième, c'est que les gros investissements dans le domaine des mines ne sont pas arrêtés, signe que le marché n'est pas fébrile. Mais on parle pourtant de projets, du moins. Bien entendu, mais sauf que les marqueurs qui peuvent nous donner une idée de l'évolution du marché ou pas, c'est la capacité d'investissement, la cotation en bourse et la chute donc des produits affectés aux entreprises elles-mêmes. Or, rien de tout cela jusqu'ici ne s'est effondré. Et en réalité, le volume d'investissement tel qu'il est fait par les entreprises est encore maintenu. La troisième chose importante, encore une fois, c'est qu'aucune entreprise dans le domaine des mines actuellement, en tout cas je parle des grands majors, n'a cessé son programme de recherche. Ce qui veut dire là que la situation que nous vivons actuellement est évidemment préoccupante, elle est importante, mais nous n'avons pas encore atteint un seuil où nous avons toutes les raisons de penser que l'avenir est si sombre que ça. Et de toute façon, il y a en tout état de cause. Nous sommes aujourd'hui face à une situation où la demande chinoise effectivement a baissé, mais tout le monde s'accorde pour dire que la demande indienne la remplace. Et donc, cela porte à penser que d'ici, peut-être pas en 2016, mais en 2017, la demande chinoise va reprendre, va repartir. La demande indienne est encore soutenue, ce qui porte à croire que probablement que la demande du marché va se réveiller et donc on va remonter sur les cours comme on les avait probablement pas auparavant, parce que je dis juste un mot et j'en aurai fini. Un cours à $180, un fer à $130 n'est pas un fer normal, mais à $80, il est acceptable. Aujourd'hui, il est à combien? Il est à 68, 69. Il est à $47 apparemment, 47, et à partir de $50, ce n'est plus rentable. Voilà, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui atteint, mais nous n'avons pas encore atteint une situation en soi tellement inquiétante, mais de telle sorte que... d'après les chiffres, à partir de $50, ce n'est plus rentable pour les compagnies, et on est à $47. Ça dépend pour lesquels. Ça dépend pour lesquels. Pour certains, les majors les plus importants, ils sont plutôt à 45. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore... Nous avons atteint les signaux rouges, mais rien pour le moment de si dramatique. Samuel Gembok, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prévenir que guérir? On voit ce qui se passe avec les producteurs de pétrole qui sont un petit peu mis devant le fait accompli. Est-ce que pour les producteurs de minerais de fer, il ne vaut pas mieux prendre ces précautions avant qu'on entre dans le rouge? Il faut incontestablement prendre des précautions. Et moi, je ne serais pas du tout optimiste par rapport à la situation qui est en train de se structurer. Il faut quand même souligner que c'est vrai que la demande chinoise est en train de baisser, mais en retour, la Chine est en train de développer sa production nationale qui pourrait être importante pour son voisin indien et donc limiter la capacité de l'Inde à importer des minerais d'Afrique. Donc moi je pense que la situation est catastrophique. La consommation, ça
Comment ? La consommation mondiale, la demande mondiale. Oui, la demande mondiale, justement. Le problème aussi c'est que les principales consommations viennent de l'extérieur, et à partir du moment où les productions nationales seront là, ça va renforcer la concurrence, et en renforçant la concurrence, c'est le prix qui va continuer à chuter, et ce sont les économies africaines restent des économies de rente très rattachées aux ressources naturelles, et forcément, l'impact sera conséquent. Il n'y a pas de diversification qui soit structurelle aujourd'hui et durable, ce qui fait qu'à moyen terme, je pense que les résultats ou les conséquences pourraient être dramatiques. Merci beaucoup. Clôturons ce volet économique avec le chiffre du jour. La Banque islamique de développement, la BID, a accordé à la Tunisie un prêt de 76 millions de dollars, des fonds destinés à financer un projet d'approvisionnement des zones rurales en eau potable. Je vais vous demander, Samuel Bajoum, de réagir à ce chiffre, 76 millions de dollars pour approvisionner les zones rurales en eau potable en Tunisie. Vous pensez que c'est suffisant ou pas? Non, c'est toujours utile. Ça ne peut jamais suffire. Même si c'est 1 milliard de dollars, les besoins sont toujours aussi nombreux. Mais ça permet de donner un bol d'air à cette population, justement, cette Tunisie qui vient de sortir, qui vient de vivre des moments assez dramatiques. Donc c'est toujours bon à prendre. Ben, si on peut faire un effort pour ajouter, bon, ce ne serait que mieux. Surtout quand il s'agit de l'eau. Parce que l'un des facteurs de guerre dans les prochaines décennies, ça va être le problème de l'eau. On n'y fait pas beaucoup attention en ce moment, mais il faut déjà prendre des dispositions dans ce sens. Djemal, on parle d'eau potable. La désalinisation de l'eau, c'est un sujet vraiment très très important, surtout dans le nord de l'Afrique. Quelle est votre réaction face à des chiffres comme ça? Particulièrement important, et notamment pour la Tunisie. Évidemment que c'est toujours bien, comme disait Samuel, à prendre, mais enfin 16 millions de dollars est très peu par rapport à l'enjeu. Voilà, parce qu'on parle de 97% de l'eau qui est salée, en fait, qui n'est pas potable. C'est-à-dire que les besoins de la Tunisie sont importants, les besoins de la région sont assez importants, l'enjeu des investissements nécessaires pour les années prochaines est aussi important, et donc 76 millions, comme dirait Samuel, mais je reste absolument sur sa formule, bon à prendre, enfin juste bon à prendre, mais on est loin des besoins et de l'importance de l'enjeu. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission, je vous remercie de l'avoir suivi. Demain, deuxième volet de notre dossier consacré à la lutte contre le terrorisme en Afrique, avec un focus particulier sur le groupe Boko Haram. Merci à notre invité, Samuel Bajoum, d'avoir été présent. Merci. Je rappelle que vous êtes chercheur et écrivain. Je remercie également nos éditorialistes, Samuel Gembok. Merci Anne-Marie, bonsoir. Merci à vous et Djemal Taleb. Merci Anne-Marie et bravo pour cette première. Merci beaucoup. À bientôt dans l'Africa Newsroom.